L'Iran détruit un avion américain en Arabie Saoudite. La tension explose. Il y a des événements qui font du bruit. Il y a des événements qui changent le cours des choses. Et puis, il y a ceux, rares, décisifs, presque inattendus, qui font les deux à la fois avec une brutalité qui laisse sans voix. Le vendredi 27 mars 2026 appartient à cette troisième catégorie. Ce matin-là, à une centaine de kilomètres au sud de Riyad, dans le silence relatif du désert saoudien, un missile balistique iranien a trouvé sa cible. Il ne s'est pas perdu dans les sables. Il n'a pas été intercepté par les systèmes de défense censés protéger l'une des bases militaires les plus stratégiques du Golfe. Il a frappé. Et ce qu'il a frappé, un Boeing U-3G Sentry, l'avion de commandement et de contrôle de l'US Air Force, connu sous le nom d'AWACS, a changé, au moins symboliquement, l'équilibre d'une guerre qui dure depuis bientôt un mois. Salut à tous, je réponds au nom d'Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez ce contenu et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser le Super Thanks juste en dessous de la vidéo. Merci énormément pour votre soutien. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo pour aider notre chaîne à grandir. Merci de l'avoir fait, on continue. Il faut prendre le temps de comprendre ce que représente cet appareil pour commencer à mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé. L'E-3 Sentry n'est pas un chasseur, pas un bombardier, pas un avion de transport. C'est quelque chose de bien plus précieux et de bien plus rare. Un œil géant dans le ciel, un radar rotatif embarqué dans un Boeing 707, capable de surveiller simultanément des centaines de cibles aériennes et terrestres sur un rayon dépassant les 400 km, soit à peu près la distance entre Paris et Strasbourg. C'est l'avion qui voit tout, qui sait tout, qui coordonne tout. Sans lui, les chasseurs volent en aveugle. Les missions de frappe perdent leur précision. La coordination entre les appareils devient approximative, dangereuse, presque primitive dans le contexte d'une guerre aérienne moderne. Il est, pour résumer d'une formule, le chef d'orchestre invisible de toutes les opérations aériennes américaines dans le théâtre du Golfe. Or, l'armée américaine n'en dispose que de 16 dans le monde entier. 16 appareils, vieux de plusieurs décennies, maintenus en service à coût de réparation onéreuse et de mise à niveau coûteuse parce qu'aucun successeur pleinement opérationnel n'est encore disponible en nombre suffisant. En endommager ou en détruire un seul, et les images satellites captées par le satellite européen Sentinel-2 montrent une signature thermique d'une intensité cohérente avec un incendie majeur sur l'aire de stationnement américaine, s'est amputée d'un 16e la capacité de commandement aérien des États-Unis sur l'ensemble du théâtre d'opération. Ce n'est pas un détail. C'est une plaie ouverte dans le dispositif militaire le plus puissant de la planète. La base aérienne Prince Sultan n'est pas une installation secondaire. Réactivée quelques semaines avant le début de ce conflit pour accueillir un dispositif américain renforcé, elle était devenue l'un des points névralgiques de ce que Washington appelle l'opération Epic Fury. Des dizaines d'appareils américains y sont stationnés, des ravitailleurs KC-135, Stratotankers, ces géants des airs qui permettent aux chasseurs et aux bombardiers de prolonger leur mission sur de très longues distances et, jusqu'au matin du 27 mars, au moins un E-3G Sentry AWACS appartenant au 552e Air Control Wing. La base est également équipée de systèmes de défense anti-missiles parmi les plus sophistiqués au monde, des batteries THAAD et des systèmes Patriot, déployés spécifiquement pour ce conflit et présentés comme une protection quasi impénétrable. Quasi impénétrable. Le qualificatif mérite d'être rappelé ce matin du 27 mars parce qu'un missile iranien l'a traversé comme si elle n'existait pas. 6 missiles balistiques et 29 drones ont été engagés dans cette opération, selon les données communiquées par l'Associated Press. Une attaque coordonnée, précise, délibérément conçue pour frapper des actifs à haute valeur stratégique plutôt que de chercher à saturer les défenses par le nombre. Le bilan humain est lourd. Au moins 15 soldats américains blessés, dont 5 dans un état sérieux selon 2 sources informées citées par l'AP, et certaines estimations font même état d'une dizaine de soldats tués, un chiffre que le CENTCOM, l'état-major américain pour la région, n'a pas publiquement confirmé ni démenti. Ce même CENTCOM a cependant reconnu samedi que le total des soldats américains blessés depuis le début du conflit dépasse désormais les 300. Ce qui frappe, au sens propre comme au figuré, dans cette attaque, c'est l'économie de moyens qui l'accompagne. 6 missiles et une vingtaine de drones pour détruire un appareil à 500 millions de dollars, mettre hors service plusieurs ravitailleurs KC-135 essentiels aux opérations aériennes, blesser des dizaines de soldats et envoyer un message stratégique dont l'écho résonnera bien au-delà du désert saoudien.
Les autorités américaines ont d'abord voulu minimiser les dégâts, ne reconnaissant dans un premier temps que la perte des 2 avions citernes. Mais les images de l'Associated Press, diffusées depuis 24 heures, ont rendu la dissimulation impossible. L'AWACS est là, calciné sur le tarmac avec son radome, l'élément constitutif de sa fonction de surveillance, directement touché par le missile balistique. Pour comprendre ce qui se passe depuis quelques jours dans le ciel du Golfe, il faut comparer les chiffres. Au 1er mars, au tout début de ce conflit déclenché le 28 février par une attaque américano-israélienne contre l'Iran, Téhéran avait répondu par des vagues massives. 781 missiles et drones tirés en une seule journée contre les pays du Golfe. Une puissance de feu brut destinée à submerger les défenses, à épuiser les stocks d'intercepteurs, à démontrer que l'Iran n'était pas sans ressources. Puis les semaines ont passé. Et quelque chose a changé dans la doctrine iranienne. Entre le 21 et le 22 mars, les frappes iraniennes sont descendues à une quarantaine par jour, une réduction de 95% par rapport au pic du début du conflit. Puis elles sont remontées légèrement à 117 le 28 mars. Mais ces chiffres bruts ne disent pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que chaque frappe accomplit désormais. L'Iran a appris, l'Iran a adapté. L'Iran frappe moins, mais il frappe mieux. Et la destruction de l'AWACS en est la démonstration la plus frappante. Ce n'est plus une guerre de saturation, c'est une guerre de précision chirurgicale contre les actifs stratégiques adverses. Cette évolution ne s'est pas annoncée du jour au lendemain. Elle s'est manifestée, quelques jours plus tôt, par un autre coup que beaucoup ont sous-estimé dans le flot continu des informations. Il y a environ 2 semaines, un missile iranien a détruit un radar AN-TPI-2 d'une valeur de 300 millions de dollars sur la base aérienne de Mouafaq Salti en Jordanie, le système radar au cœur d'une batterie THAAD, l'intercepteur antimissile américain le plus avancé de la région. Les États-Unis n'opèrent que 8 batteries Tchad dans le monde entier. Chaque batterie coûte environ 1 milliard de dollars. Et son radar, détruit en Jordanie dès les premiers jours du conflit, n'a pas de pièces de rechange disponibles. Des experts en défense antimissile l'ont dit sans détour. Il n'existe pas de TPI-2 de réserve. Ce radar jordanien coordonnait notamment l'utilisation des missiles THAAD déployés par les Américains en Israël. Sa destruction expliquerait, selon plusieurs sources concordantes, pourquoi des missiles iraniens ont réussi à franchir le dôme de fer, ce bouclier multicouche censé être l'un des systèmes de défense anti-aérienne les plus robustes du monde, et à frapper à proximité du centre de recherche nucléaire de Dimona, dans le Negev israélien. Des ogives iraniennes à proximité de Dimona. Le symbole est immense, la portée stratégique l'est encore davantage. La liste des coups portés par l'Iran à l'infrastructure de surveillance et de défense américaine dans la région Est, à ce stade du conflit, vertigineuse. Dès le premier jour de la guerre, le 28 février, une frappe iranienne a endommagé le radar AN-FPS 132 au Qatar, une installation à 1 milliard de dollars conçue pour détecter les menaces balistiques à longue portée. Des images satellites analysées par le centre James Martin d'études sur la non-prolifération de Monterey confirment les dégâts sur la face nord de l'installation, précisément la section orientée vers l'Iran. Plusieurs batteries THAAD aux Émirats arabes unis ont également été touchées dans les premières heures du conflit, leur hangar de stockage des radars frappé avec une précision troublante. Et puis, en Arabie saoudite, à Diego Garcia, au Qatar, au Koweït, partout où les Américains ont déployé leurs yeux et leurs oreilles électroniques, des frappes iraniennes ont cherché à les aveugler, à les isoler, à les priver de ce qui fait la force d'une armée moderne, l'information en temps réel. Alors se pose une question que beaucoup murmurent, mais que peu formulent à voix haute. D'où vient cette précision? Comment un pays que les États-Unis et Israël ont cherché à aveugler dès le premier jour du conflit, en ciblant ses satellites, ses centres de commandement, ses infrastructures de renseignement, parvient-il à identifier avec une telle exactitude la position d'un radar THAAD déployé en Jordanie depuis seulement 2 semaines, la place précise d'un AWACS sur le tarmac d'une base saoudienne ou les coordonnées exactes d'une installation de défense antimissile aux Émirats? L'hypothèse qui circule dans les couloirs des états-majors et des chancelleries, avec une prudence de mise tant les implications géopolitiques seraient colossales, est celle d'un soutien en matière de renseignement fourni par la Russie à l'Iran. Le président ukrainien l'a affirmé, citant des informations de ses services de renseignement militaire. La chef de la diplomatie européenne l'a répété, parlant de preuves croissantes d'un soutien russe permettant à Téhéran de cibler les Américains avec une précision redoutable. Zelensky a été encore plus direct, assurant que Moscou fournit à l'Iran des informations de renseignement destinées à tuer des Américains.
Ce n'est pas, à la réflexion, une surprise totale pour qui suit les relations internationales depuis quelques années. L'Iran et la Russie partagent un partenariat stratégique et militaire qui s'est considérablement approfondi depuis 2022. Moscou a fait profil bas au début de ce conflit, souhaitant ménager ses relations avec Washington dans le contexte des négociations sur l'Ukraine. Mais depuis début mars, les signaux d'une implication russe plus active se multiplient. La Russie dispose de capacités satellitaires considérables, d'un réseau de renseignement électromagnétique étendu et surtout d'un intérêt stratégique évident à voir les États-Unis s'embourber dans un conflit qui consomme des ressources, du matériel et de l'attention politique loin de l'Europe. La Chine aussi est évoquée comme possible source de soutien avec la même prudence conditionnelle. Elle aussi dispose de satellites de reconnaissance performants. Elle aussi a un intérêt à ce que les États-Unis soient distraits et affaiblis dans la région. Ce que Donald Trump lui-même avait laissé entendre il y a quelques semaines, que les Chinois et les Russes ne rentraient pas dans la danse et qu'on pouvait leur faire confiance, ressemble aujourd'hui, à la lumière des faits, à une confiance qui n'aurait peut-être pas dû être accordée si généreusement. Mais la question n'est pas seulement de savoir si Moscou ou Pékin aident Téhéran. La question est de savoir ce que Washington fera de cette information si elle est avérée. Les services de renseignement américains ont probablement leurs propres certitudes sur le sujet. Le renseignement est une chose. Ce que le politique décide d'en faire en est une autre. Or, Donald Trump, qui cherche à la fois à conclure un accord avec l'Iran pour mettre fin aux hostilités et à préserver une relation avec la Russie qui lui permet de progresser sur le dossier ukrainien, se trouve dans une position particulièrement inconfortable. Entendre que Poutine aide les Iraniens à tuer des soldats américains, c'est un caillou dans la botte de toute une vision géopolitique. Alors il est possible et même probable que les preuves existent, que Washington les connaisse, et que le politique choisisse provisoirement de ne pas les rendre publiques, parce que les rendre publics impliquerait d'agir. Et agir contre la Russie dans ce contexte serait ouvrir un front supplémentaire que personne à Washington ne souhaite. Pendant que le monde suivait des yeux l'image de l'Awaks calcinée sur le tarmac de Prince Sultan, une autre bataille se déroulait au Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Le samedi 28 mars, les gardiens de la révolution iraniens ont revendiqué des attaques contre deux des plus grandes fonderies d'aluminium du monde, Aluminium Bahreïn, connu sous le nom d'Alba, et Emirates Global Aluminium, EGA. La fonderie d'Alba, l'une des plus grandes de la planète, avait déjà réduit sa production de 19% depuis le 15 mars en raison des perturbations d'approvisionnement causées par le verrouillage iranien du détroit d'Ormuz. Malgré cette précaution, elle a été frappée. L'usine d'Al Tawila Dega, à Abu Dhabi, a subi selon ses propres termes d'importants dégâts, avec 6 blessés. Les gardiens de la Révolution ont été explicites sur leur motivation. Ces deux entreprises jouent un rôle important dans l'approvisionnement des industries militaires de l'armée américaine grâce aux investissements et aux participations de sociétés américaines. La logique est claire et elle est redoutable. Frapper l'économie des pays qui accueillent les bases américaines, c'est leur faire porter le coup de leur alignement sur Washington. C'est contraindre les gouvernements du Golfe, qui ont fait le choix stratégique d'héberger la présence militaire américaine, à commencer à peser le coût de ce choix contre ses bénéfices. Et les gardiens de la Révolution n'en sont pas restés là. Ils ont menacé de frapper les universités américaines au Moyen-Orient. De nombreuses institutions américaines possèdent des campus dans les pays du Golfe, comme Texas A&M au Qatar ou la New York University aux Émirats arabes unis. Ils ont évoqué les champs pétrolifères, les champs gaziers, les installations de dessalement d'eau sans lesquelles des millions de personnes dans ces pays arides ne pourraient pas survivre. Ils ont laissé entendre que des hôtels du Golfe abritant des troupes américaines pourraient être visés, conseillant aux civils de quitter de toute urgence les lieux où sont stationnées les troupes américaines. Ces menaces ne sont pas de la rhétorique. Elles s'inscrivent dans une stratégie cohérente et progressivement dévoilée depuis le début du conflit. Transformer les pays du Golfe en co-belligérants involontaires, leur faire ressentir dans leur chair économique le coût de leur hospitalité militaire envers les États-Unis. Depuis le 1er mars 2026, 24 navires commerciaux, dont 11 pétroliers, ont été attaqués ou signalés comme impliqués dans des incidents dans le Golfe, le détroit d'Ormuz ou le Golfe d'Oman. Le trafic maritime dans ce couloir qui représente 20% du pétrole mondial se tarit. Les compagnies d'assurance ont quadruplé leurs primes, et chaque jour qui passe, l'économie du Golfe, si dépendante des flux d'hydrocarbures, des investissements étrangers et de l'afflux de travailleurs expatriés, vacille un peu plus. Pour les expatriés qui vivent et travaillent dans ces pays, et ils sont des centaines de milliers, la situation est de plus en plus précaire. Sans visa, sans emploi, pas de séjour possible. Et les emplois disparaissent au rythme des fermetures d'usines, des réductions de production et de la fuite des investisseurs. C'est cela aussi que l'Iran a compris.
Une guerre économique totale dans une région dont toute l'architecture sociale repose sur un miracle énergétique qu'une guerre peut défaire en quelques semaines. Il existe, dans l'histoire des conflits, des passages stratégiques qui transforment un rapport de force en apparence déséquilibré. Les Thermopyles, il y a 25 siècles, où quelques centaines de Spartiates ont tenu en échec l'armée perse. Des stratèges antiques évoquaient déjà ces défilés où un homme peut tenir en échec 1000 hommes. Aujourd'hui, en 2026, ce défilé s'appelle Ormuz, et l'Iran en tient les clés. Le détroit d'Ormuz est un goulot d'étranglement maritime de 35 km à son point le plus étroit, par lequel transitent environ 21 millions de barils de pétrole par jour, soit près d'un cinquième de la consommation mondiale. Fermer Ormuz, ou simplement menacer de le fermer de manière crédible, c'est tenir en otage l'économie mondiale. Et l'Iran, avec ses missiles côtiers, ses forces navales des gardiens de la Révolution, ses drones maritimes et ses mines, dispose des moyens de rendre cette menace plus que crédible. Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient détruit 10 navires iraniens impliqués dans des opérations de pose de mines à l'entrée du Golfe. Mais le trafic continue de se perturber. Les pétroliers naviguent avec leur système d'identification automatique éteint pour échapper aux drones. Certains transitent de nuit, d'autres contournent, mais contourner Ormuz n'est pas une option pour la plupart des chargements. Il n'existe pas d'alternative maritime équivalente pour l'acheminement du pétrole du Golfe vers les marchés asiatiques et européens. L'Iran n'a pas besoin de fermer Ormuz pour paralyser les marchés, il suffit qu'il maintienne l'incertitude. L'incertitude suffit pour faire monter les prix, pour faire fuir les assureurs, pour décourager les équipages. Et l'incertitude, pour l'instant, Téhéran en est le maître. L'un des aspects les plus saisissants de ce conflit est la distance entre ce que Washington et Jérusalem pensaient trouver et ce qu'ils ont effectivement rencontré. Avant le 28 février 2026, date du déclenchement de l'opération américano-israélienne contre l'Iran, les évaluations de renseignement dominantes peignaient un régime profondément affaibli. Les manifestations de 2022 et 2023, la répression sanglante, les sanctions économiques qui avaient étranglé l'économie iranienne, l'isolation diplomatique, tout cela semblait indiquer un pouvoir à bout de souffle, une société qui ne demanderait qu'une étincelle extérieure pour se soulever. Cette évaluation s'est révélée, au moins partiellement, erronée. Elle a sous-estimé un phénomène classique dans l'histoire des conflits que les grandes puissances répètent pourtant inlassablement. Une agression extérieure, même contre un régime détesté par une partie significative de sa propre population, tente à fédérer autour du pouvoir des gens qui lui étaient opposés. Cela s'appelle l'effet drapeau. Et les bombes américano-israéliennes, en tombant sur le sol iranien depuis un mois, ont peut-être contribué à ressouder autour des gardiens de la Révolution une partie de la société iranienne qui se serait volontiers passée de ce conflit. Le traumatisme initial a été immense. Les premières heures de l'offensive, avec l'élimination de plusieurs hauts dirigeants iraniens, ont provoqué un choc émotionnel d'une ampleur considérable. Et pour des stratèges cyniques, ce choc représentait une fenêtre d'opportunité. Frapper quand l'adversaire est sonné, quand sa capacité de réponse semble temporairement suspendue par l'émotion et la désorientation. La rhétorique qui a accompagné l'offensive, celle qui prétendait aider le peuple iranien à se libérer de ses oppresseurs, tentait de légitimer une action qui reste, sur le plan du droit international, une agression caractérisée contre un État souverain. Mais les peuples ont une mémoire et une dignité que les planificateurs militaires tendent à sous-estimer. Même ceux qui s'opposent au régime des mollahs ne veulent pas de cette guerre, ils veulent simplement une vie normale. Et cette ambivalence complique singulièrement la narrative américano-israélienne selon laquelle les frappes seraient accueillies comme une libération. Militairement, l'Iran a démontré une capacité de résilience que personne n'avait pleinement anticipée. Son arsenal de missiles balistiques, ses drones de longue portée, sa doctrine de guerre asymétrique fondée sur la multiplication des vecteurs d'attaque et la déception opérationnelle, tout cela a survécu au premier choc et continue d'infliger des pertes significatives à un adversaire dont les avantages technologiques sont réels mais pas absolus. La perte du radar THAAD en Jordanie, la destruction de l'AWACS en Arabie Saoudite, les frappes sur les radars au Qatar, aux Émirats, en Arabie Saoudite, ce n'est pas la stratégie d'un pays à bout de souffle. C'est la stratégie d'un pays qui a appris de ses erreurs du passé et qui applique désormais une doctrine cohérente avec une rigueur croissante. Les 25 et 26 mars 2026, alors que le monde observait avec anxiété l'escalade militaire, l'Iran a fait quelque chose d'inattendu. Il a rejeté les propositions américaines de cesser le feu et a posé 5 conditions pour mettre fin au conflit. Ces conditions incluent notamment l'arrêt complet de toutes les opérations militaires américaines et israéliennes contre l'Iran et ses alliés. Pas une trêve, pas une pause, un arrêt complet.
Cette posture n'est pas de l'intransigeance gratuite. C'est une lecture froide du rapport de force tel que Téhéran le perçoit. L'Iran a démontré, à travers les frappes sur les radars, la destruction de la WACS, le verrouillage partiel d'Ormuz, les attaques sur les infrastructures économiques du Golfe, qu'il dispose d'une capacité de nuisance durable et croissante. Il n'est pas en position de gagner cette guerre au sens classique du terme. Mais il est peut-être en position de la rendre assez coûteuse pour les États-Unis et leurs alliés pour que la question d'un accord négocié se pose de manière de plus en plus pressante à Washington. L'émissaire américain Steve Witkoff a évoqué des signaux forts quant à un possible accord. Donald Trump lui-même a parlé de négociations avec un responsable iranien non identifié avant de suspendre pour 5 jours des frappes qui devaient viser des infrastructures clés iraniennes. Mais l'Iran continue d'envoyer des missiles vers Israël. Les Houthis du Yémen, alliés de Téhéran, ont ouvert de nouveaux fronts avec 2 attaques contre Israël le samedi 28 mars. L'heure n'est pas encore au cessez-le-feu. Elle est encore à la démonstration de force. La capacité balistique iranienne a atteint des cibles que ses adversaires pensaient intouchables. Des missiles iraniens à proximité de Dimona, le complexe nucléaire israélien dans le Negev, réputé être l'un des sites les mieux défendus au monde. Un missile iranien qui aurait parcouru 4000 km en direction de Diego Garcia, la base militaire américano-britannique au cœur de l'océan Indien. Ces trajectoires sont des messages. Elles disent que personne n'est hors de portée. Elles disent que l'Iran dispose d'un arsenal balistique à longue portée dont les capacités réelles dépassent ce que ses adversaires avaient intégré dans leur plan. Elles disent enfin que les failles des systèmes de défense antimissiles Arrow, Patriot et Ta'adi, dans le contexte d'une vraie guerre, sont bien réels. Ces systèmes sont redoutables contre des menaces conventionnelles et limitées. Mais une campagne de missiles iranienne soutenue dans le temps, diversifiée dans ses vecteurs, sophistiquée dans ses trajectoires et ses leurres, commence à en révéler les limites structurelles. Ce que les acheteurs d'armement aux 4 coins du monde ont noté, c'est que l'Iran, qui n'est pas la première puissance militaire du monde, a réussi à infliger des pertes significatives à l'armée la plus puissante et la mieux équipée de la planète. Cette leçon ne passera pas inaperçue. 1 mois s'est écoulé depuis que les premières frappes américano-israéliennes ont frappé le sol iranien, et ce mois a modifié des équilibres que l'on croyait stables. Le Moyen-Orient, déjà fragilisé par des années de tensions, de guerre par procuration et de recomposition géopolitique, s'est transformé en théâtre d'une guerre directe impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran, avec en toile de fond le spectre d'une implication russe et les calculs chinois. Les marchés mondiaux ont été secoués, les prix du pétrole ont flambé. Le trafic maritime mondial s'est contracté autour d'un détroit qui concentre désormais les angoisses de l'économie mondiale. Ce qui se dessine, à travers le prisme de la destruction de la WACS et des frappes qui l'ont précédée et accompagnée, c'est quelque chose que les stratèges américains et israéliens n'avaient peut-être pas pleinement intégré dans leurs calculs initiaux. L'Iran n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas l'Irak de 2003. C'est un État organisé, doté d'une doctrine militaire cohérente, d'une profondeur stratégique réelle, d'une capacité à apprendre et à s'adapter, et surtout d'une position géographique qui lui confère un atout que personne ne peut lui retirer, le contrôle des abords du détroit d'Ormuz. Tant que ce détroit est en jeu, l'Iran dispose d'un levier de négociation extraordinaire. La géopolitique multipolaire en gestation depuis quelques années trouve dans ce conflit son premier vrai test grandeur nature. La Chine observe. La Russie joue son propre jeu avec une discrétion calculée. Et les pays du Golfe se retrouvent dans une position impossible, coincés entre leur alliance sécuritaire avec Washington et leur intérêt économique à ne pas être transformés en cible permanente d'une guerre qu'ils n'ont pas voulu et qu'ils ne peuvent pas gagner. Une image restera de ce 27 mars 2026, celle de la WACS calcinée sur le tarmac de Prince Sultan. Cette image dit plusieurs choses à la fois, et aucune d'elles n'est rassurante pour Washington. Elle dit que les systèmes de défense les plus sophistiqués du monde ne sont pas inviolables. Elle dit que l'Iran a acquis ou reçu une capacité de ciblage précis qui lui permet d'atteindre des actifs à très haute valeur stratégique sur des bases réputées bien protégées. Elle dit que les erreurs militaires dans la chaîne qui a abouti à cette destruction révèlent des lacunes systémiques que l'adversaire a su identifier et exploiter. Elle dit aussi que les États-Unis vont devoir faire face à des questions militaires difficiles. L'armée de l'air américaine ne dispose plus que de 15 E-3 Sentry opérationnels dans le monde, et aucun successeur pleinement opérationnel n'est prêt à prendre le relais dans l'immédiat. Et puis cette image dit autre chose, de plus fondamental.
Elle dit que l'Iran, soumis depuis des décennies à des sanctions économiques, à une isolation diplomatique, à une pression militaire permanente, n'a pas capitulé. Il s'est adapté, il a appris, il a développé des capacités qu'on lui déniait, acquis des technologies qu'on lui interdisait, construit une doctrine militaire dont la sophistication dépasse ce que ses adversaires voulaient bien lui reconnaître. Et face à une agression, car c'est ainsi que Téhéran qualifie ce qui s'est passé le 28 février, il a répondu avec une détermination qui, un mois après le début du conflit, n'a pas faibli. Ce qui se joue dans le ciel du Golfe depuis un mois transcende la seule destruction d'un avion américain, aussi symbolique soit-elle. Ce qui se joue, c'est la question de savoir si la puissance militaire brute, même écrasante, même technologiquement supérieure, suffit à imposer sa volonté à un adversaire déterminé, géographiquement bien positionné et bénéficiant d'alliances qui compliquent le tableau d'ensemble. La réponse que le conflit semble esquisser, sans qu'elle soit encore définitive, est nuancée. La puissance américano-israélienne est réelle. Ces frappes ont causé des dommages considérables à l'Iran. Mais l'Iran n'est pas à genoux. Et chaque AWACS détruit, chaque radar Shahadeh réduit en cendres, chaque fonderie d'aluminium frappée, chaque couloir maritime perturbé dit quelque chose d'important. Téhéran a encore les moyens d'infliger des coups et il en use avec une intelligence croissante. La destruction de l'AWACS sur le tarmac de Prince Sultan est peut-être le moment où cette vérité est devenue impossible à ignorer. Un mois après le début d'un conflit présenté comme une opération rapide et décisive, l'Iran résiste. Il s'adapte. Il frappe avec une précision grandissante des cibles que ses adversaires croyaient hors de portée. Et il le fait en posant des conditions, non en mendiant un cessez-le-feu. Ce renversement de posture dit, mieux que tous les communiqués de presse, où en est le rapport de force réel, loin des récits officiels. Ce que l'avenir proche réserve à cette région du monde reste incertain. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que le monde sorti de ce conflit ne sera plus tout à fait le même que celui d'avant le 28 février 2026. L'AWACS, calcinée dans le désert saoudien, en est, à sa manière terrible, le symbole le plus éloquent.